À point de vue, la solution militaire ou l'option militaire serait-elle la clé du règlement définitif de la crise casamançaise? C'est à cette question que nous tenterons de répondre avec nos deux invités du jour. J'ai nommé le colonel à la retraite Mamadou Hatch, expert en gestion des situations d'urgence. Mon colonel, bonjour. Ah, bonjour. Nous sommes également avec notre confrère Barkaba, journaliste, analyste politique. Bonjour Barka. Bonjour Suleiman. Alors le 26 janvier dernier, l'armée sénégalaise a lancé des opérations en zone militaire 5, donc la région de Ziguinchor, dans le cadre de sa mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national et de sécurisation des populations et de leurs biens, avec ce triple objectif: neutraliser les éléments armés qui ont pris refuge dans cette zone pour perpétrer des exactions contre les populations, poursuivre l'accompagnement sécuritaire du retour des populations longtemps déplacées à Ziguinchor et lutter contre les activités illicites des bandes armées qui entretiennent une économie criminelle, notamment la culture et le trafic de chanvre indien. Alors, depuis un communiqué publié 2 jours après, le 28 janvier, l'armée communique très peu sur ces opérations, mais nous avons la chance d'avoir Barkaba, qui est l'une des sources d'informations sur ces opérations, avec des informations exclusives qu'il publie notamment sur sa page Facebook. Alors Barkaba, quelles sont les dernières nouvelles que vous pouvez partager avec nous sur le déroulement et les résultats de ces opérations sur le terrain? L'une des dernières informations, Suleiman, c'est que la base de Sikoun, qui est une base très très importante au sein du MFDC, une base qui avait été déjà érigée en place forte par les combattants du PAIGC durant la guerre de libération et qui avait été réinvestie par les éléments du MFDC au moment où ils montaient leur rébellion, du fait de son emplacement, fait de bunkers. Cette base qui est un peu mythique au sein du MFDC, tant son caractère inexpugnable a longtemps prévalu, eh bien cette base est tombée ce matin. C'est une base commandée par le chef de guerre Adama Sané, qui avait érigé son état-major. Et 2 jours auparavant, d'autres bases militaires, qu'on appelle dans le jargon du MFDC la base 2 et la base 9, commandé aussi par un autre chef de guerre qui s'appelle Ibrahim Kompas Diatta. Ces 2 bases aussi sont tombées. Alors, colonel Mamadou Hatch, si cet avantage sur le terrain est confirmé, est-ce que, on en vient à la question qui est au cœur du sujet, hein, est-ce que ce serait une opportunité pour régler définitivement ce problème, cette crise casamançaise par la voie militaire? Est-ce que c'est une option, disons, viable et durable, d'après vous? Je salue Barkaba, qui est un fin connaisseur de la gestion des conflits. Mais chaque fois que je parle d'une situation liée à la défense nationale, je veux souvent parler de règles d'engagement. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des structures de décision. Je ne fais pas partie des réunions qui décident du futur de la Casamance. Ce que je fais, c'est juste une analyse de ce qui se passe. La même chose que vous voyez, j'analyse ça du point de vue militaire. Voilà ce que je vais faire donc avec vous. Alors, je vais faire une analyse historique, mais en une seconde, historique, événementielle. Et je vais toucher un peu sur l'opérationnel. Sur le plan historique, le Sénégal a toujours choisi la voie de la négociation. Nous sommes venus dans l'armée dans les années 80 avec cette rébellion. Nous n'avons jamais vu le gouvernement sénégalais agir autrement que rechercher la négociation avec le MFDC. Ça s'est conclu en 2005 avec les accords de Foundiougne. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et tout le temps, le gouvernement n'a fait que ça. Alors, événementiel, nous avons vu donc des opérations militaires au sud. Mais il n'y a pas dans ce territoire une portion du territoire de non-droit. Les forces de défense et de sécurité sont en train de faire leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens. Alors, il y a des populations qui ont été déplacées depuis 25 ans et qui doivent retourner chez elles. Elles sont encadrées par l'armée pour aller reprendre leur place dans leur terroir. Mais non seulement reprendre leur place, mais aussi qu'ici,
bénéficient des ressources naturelles qui sont à leur disposition sur ce territoire. Donc moi, c'est comme ça que j'analyse ce qui se passe aujourd'hui. Alors, une option militaire serait été une réarticulation du dispositif encadrement. Parce que l'option militaire, on l'a fait peut-être une fois. Je vois, c'est dans les années, je crois, 89-90 avec le général Thiers, qui était gouverneur de Ziguinchor. Là aussi, c'était une option d'être hybride, militaro-civil, parce qu'on l'a mis gouverneur. Mais dans une option militaire, la zone militaire est déclarée zone d'opération et on fait une réarticulation du commandement territorial, n'est-ce pas, en mettant les militaires à la tête. Ce qui n'était pas le cas. C'était hybride dans le sens où on avait mis un militaire, mais on l'avait mis gouverneur, disons civil. On avait gardé le dispositif administratif classique. Exactement, ce que je veux dire. Donc c'était un peu hybride. Donc le Sénégal n'a fait que... C'était seulement ce moment où on pouvait parler d'option hybride militaire. Mais une option militaire, c'est quand il y a une réarticulation de la gouvernance territoriale et il y a une restitution des unités aussi. Mais justement, c'est ce que dit en filigrane le communiqué de la DIRPA qui dit que ces opérations sont menées dans le cadre de la mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire et de sécurisation des populations et de leurs biens. Comme qui dirait, ce sont des opérations routinières. Mais là-dessus, je voudrais peut-être reprendre la discussion avec Barkaba, parce que dans le même communiqué, l'armée signale quand même, pour illustrer les problèmes posés par des éléments armés qui avaient pris refuge dans ces zones-là pour perpétrer des exactions contre les populations, les fameux incidents de la forêt de Bissine, ces jeunes qui ont disparu le 29 novembre et dont les restes ont été retrouvés le 18 décembre. Est-ce que pour vous, c'est un élément déclencheur ou s'agit-il d'une approche un peu plus systématique avec la montée en puissance de l'armée sénégalaise? On a vu ces dernières années le surplus d'équipement, de réarmement moral qu'il y a eu. Est-ce que c'est quelque chose qui a été préparé sur la durée ou c'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres? Oui, je pense que tout est en fait lié. La montée en puissance de l'armée, c'est un secret de polichinelle. L'armée a acquis des capacités offensives très 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 fortes et c'est beaucoup rééquipé depuis déjà le magistère du président Wade qui avait déjà engagé en 2006 une offensive pour déloger Salif Sadio de Baraka Mandioka, qui était une aussi place forte de la rébellion, en s'appuyant côté bissau-guinéen sur le général Tagmenawaye. Donc il n'y a en fait rien de nouveau sous le soleil. L'État du Sénégal a toujours utilisé les deux leviers, traquer les éléments armés quand il le faut, quand la menace sécuritaire est très forte, comme l'exemple que vous venez d'illustrer dans la forêt de Bissine. On l'a vu aussi avec les événements de Bofa Bayot, quand des gens qui étaient partis chercher du bois ont été sauvagement tués par des éléments supposés appartenir au MFDC. Non seulement l'armée a bombardé à l'époque des positions rebelles, j'étais à Ziguinchor pour couvrir ces événements-là, mais l'État avait dépêché aussi la section de recherche pour appréhender les supposés commanditaires de cette affaire et qui sont encore en détention. Donc, sous ce rapport, l'armée, l'État, usant de ses prérogatives régaliennes, tout en privilégiant et en négociant avec ceux qui peuvent, ceux qui sont favorables au retour à la paix, en actionnant des leviers comme le groupe de réflexion en Casamance, n'a jamais cessé aussi d'user de moyens coercitifs et du monopole de la violence légitime pour faire entendre raison à certains éléments les plus radicaux. D'un autre côté, colonel Mamadou Hatch, on note un affaiblissement relatif du MFDC, notamment de la branche armée. Le MFDC qui, même du point de vue politique, a du mal à parler d'une même voix. Est-ce que les conditions étaient réunies pour ce type d'opération, c'est-à-dire un rapport de force nettement à la faveur de l'armée, ajouté à cela un affaiblissement relatif de l'adversaire? Oui, je crois que depuis les accords de Cotonou en 2005,
nous avons vu un affaiblissement progressif de la rébellion au niveau de la Casamance. Il faut y ajouter sur le plan géopolitique aussi la stabilisation de notre profondeur géographique. Exactement. De notre forêt stratégique, notamment la Guinée-Bissau avec et la Gambie. Et la Gambie, voilà. Donc on a un peu des éléments géopolitiques qui nous permettent de dire que nous allons quand même vers une certaine stabilisation de la situation. Je voulais rappeler, parce que Bofo Baouet j'avais dit qu'aujourd'hui la guerre, du point de vue rébellion, n'a plus pour objectif la maîtrise du terrain. Elle a pour objectif la maîtrise des populations et des ressources. Donc effectivement, quand les populations ne peuvent pas avoir accès aux ressources, il faut une action cinétique sur le terrain pour leur permettre donc c'est une mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens et les ressources naturelles en font partie. Mais ça, du point de vue lexique militaire, on n'appelle pas ça une opération militaire, on appelle ça une opération civilo-militaire parce que c'est des objectifs, c'est pour d'amener des civils à reprendre le terroir. Donc c'est une opération civilo-militaire, donc il n'y a pas d'option militaire. L'option militaire serait donc d'abord il y a un GRP, le gouvernement continue à laisser le groupe de réflexion qui discute avec les autres. Donc la volonté du gouvernement reste la même, je pense d'après mes analyses. Mais là, c'est juste l'armée en train de faire une mission normale, régalienne, sur un territoire où il ne peut pas y avoir de zones de non-droit, de zones où les populations ne peuvent pas accéder, sauf s'il y a des mines. Et ça, on a mis, il y a un plan de déminage qui venait de la Casamance qui a été mis en place depuis 2005. Et donc tout ça combiné devrait nous permettre peut-être de voir le bout. Mais je veux simplement dire qu'une rébellion, même s'il reste une personne, parce que la guerre aujourd'hui, elle est aussi dans la communication. N'est-ce pas? Un seul rebelle qui a une radio et qui parle de notre pays partout, mais ça reste de la rébellion. Donc vous suggérez... Elle finit toujours sur la table de négociation avec des signatures d'accords de paix dans des conditions comme à Founioun, avec la création de l'ADRAC, n'est-ce pas, le désenclavement de la Casamance, désenclavement avec l'abbé Diamacoune Senghor à l'époque. Avec l'abbé Diamacoune Senghor. Donc c'est uniquement comme ça qu'on peut arrêter une rébellion. Mais continuer les négociations tout en menant les opérations normales de défense de l'intégrité territoriale des personnes et des biens également. Voilà. Merci mon colonel. Peut-être un dernier mot avec vous, Barkaba, sur la dimension géopolitique, géostratégique, un peu, ce qui se passe avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie notamment, pour conclure. Oui, le colonel a raison de le souligner. Il y a un environnement géopolitique qui n'a jamais été aussi favorable. Depuis l'avènement d'Adama Barrow au pouvoir en Gambie, on a vu que les éléments de Salif Sadio ont de plus en plus de mal à évoluer vers la Gambie. Et là, peut-être que l'arrivée de Omar Sissoko Mbalo au pouvoir en Guinée-Bissau est une opportunité en or saisie aussi par l'État du Sénégal pour pouvoir mener les opérations d'ampleur qu'on est en train de voir à la frontière avec la Guinée-Bissau. Merci à tous les deux. Barkaba, journaliste, analyste politique, et colonel Mamadou Hatch, colonel à la retraite, expert en gestion des situations d'urgence. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h49. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Georges Détié Diop, Mohamed Ali Mouba et El Hadj Ndiogou Diène à la réalisation. Alioune Ba à la mise en onde, à la production Abdou Thiam, mise en ligne Maïssa Mbaye du service digital, régie d'antenne assurée par Pape Omar Diaw. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le Grand Journal en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence avec